Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Tout de suite, on commence par l'actualité de la semaine. Le projet de loi de finances 2024 est entré dans sa phase d'examen parlementaire. Élodie Disson, qui est manager en gestion patrimoniale et experte du marché de l'art chez RSM, nous expliquera en visio ce qui concerne le marché de l'art au sein du texte présenté au Parlement. On passera ensuite à l'interview de la semaine. Nous recevons Nathalie Obadia, qui est directrice de la galerie Nathalie Obadia et auteur du livre Géopolitique de l'art contemporain. En amont de la semaine de l'art contemporain à Paris, nous nous demanderons où se situe la France maintenant qu'Art Basel s'y est installée. Tout de suite, c'est Art et Marché. Et tout d'abord, commençons par l'actualité de la semaine. Élodie Disson, qui est manager en gestion patrimoniale et experte du marché de l'art chez RSM, est avec nous en visio pour analyser le projet de loi de finances. Bonjour Élodie, est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui concerne le marché de l'art au sein du PLF ? Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Alors, le projet de loi de finances, alors on n'a pas pléthore de sujets sur le marché de l'art dans ce projet, mais on a un sujet en question qui a fait beaucoup parler. Et pourquoi ? Parce qu'il a touché énormément d'acteurs sur ce marché, c'est le sujet de la TVA. Pour être succinct, aujourd'hui, on cumule plusieurs systèmes qui sont favorables, qui est la TVA à 5,5, donc un taux réduit, et la TVA sur marge. Et demain, il s'agit de mettre en conformité cette TVA avec la directive européenne, qui nous dit qu'il faut harmoniser et pas cumuler plusieurs régimes avantageux. Et donc harmoniser, ça voudrait dire quoi ? Eh ben, ça veut dire ne pas cumuler un régime de TVA sur marge avec un taux réduit, etc. Donc il y a encore quelques jours, c'était flou sur comment on harmonise. Et la solution qui faisait très peur au marché, c'était on harmonise avec un taux de TVA à 20% pour tout le monde. Et là, ça aurait été très compliqué pour le marché de l'art en France. C'est dans Nathalie Obadia qui a parlé d'un réveil de Paris depuis une dizaine d'années. Je pense que là, ça aurait été catastrophique pour Paris et pour la France. Et là, en l'occurrence, depuis mardi dernier, on sait que c'est pas là où voulait aller notre gouvernement, mais Bruno Le Maire et Rima Abdul Malak ont décidé de retenir une harmonisation avec un taux réduit à 5,5. Mais en revanche, oui. Mais en revanche, du coup, de retirer le système sur la marge. Exactement. Ça reste moins avantageux pour les caisses de l'État, mais on conserve un marché de l'art compétitif malgré ce système de la marge qui n'existera plus pour les professionnels, donc les marchands. Voilà, est-ce que quand même retirer ce système sur la marge, est-ce que ça va avoir quand même un impact ou vraiment très très minime ? Ça va avoir un impact, ça va vraiment simplifier. Pour le coup, ça simplifie énormément de choses, mais ça va avoir un impact minime sur la marge pour être clair, finalement, pour les artistes, ça ne change rien. On a toujours un taux réduit à 5,5. Pour l'entrée d'œuvres d'art qui viennent de l'international, donc pour une œuvre qui vient d'Asie, par exemple, on sera toujours à une TVA à 5,5. En revanche, pour les professionnels, les marchands, ils ne vont plus calculer une TVA à 20% sur leur marge, mais 20%, mais ils auront une TVA à taux réduit de 5,5 sur la totalité. Donc il va y avoir un petit changement pour eux, mais qui finalement est minime quand on regarde en masse. Eh bien, merci beaucoup Élodie Disson pour cette analyse du PLF. Je rappelle que vous êtes manager en gestion patrimoniale et experte du marché de l'art chez RSM. Et tout de suite, c'est l'interview de la semaine. Et c'est bientôt la semaine de l'art contemporain à Paris avec l'ouverture de Paris Plus et puis aussi de toutes ces foires dites satellites. C'est l'occasion pour nous de se poser la question de la place de la France au sein du monde de l'art contemporain. Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Obadia qui est directrice de la galerie éponyme et auteure du livre Géopolitique de l'art contemporain. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors ma première question, c'est tout de suite quand on voit le titre géopolitique de l'art contemporain, est-ce que ça se résume, c'est ça le soft power de chaque pays, c'est ce qui se cache derrière le mot soft power ? C'est un des mots qui se cachent derrière le mot de soft power. En tout cas, c'est toute cette politique d'influence, ces actions justement d'influence qui n'ont rien à voir avec une guerre, avec des moyens en tout cas coercitifs très
voilà, très, très, très fort. Et justement, ce mot est arrivé et s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis ont déployé d'une manière tout à fait sophistiquée la création contemporaine des États-Unis à travers la peinture, à travers des expositions qui ont eu lieu en RFA de l'époque, en France, en Italie ou en Belgique. Alors, il y a le hard power, soft power. Derrière cette géopolitique de l'art contemporain, quels sont les acteurs qui s'y cachent? Est-ce que c'est à la fois justement des acteurs du hard power et des acteurs du soft power? Alors, c'est au départ des acteurs du soft power, c'est-à-dire ce sont d'abord les créateurs. Pour qu'il y ait un soft power réussi, pour qu'il y ait une tentative en tout cas de l'organiser, il faut déjà des créateurs. Les créateurs sont, en tout cas pour le domaine qui m'intéresse, les artistes, les peintres, les artistes plasticiens. Et il faut déjà des écoles d'art, en tout cas ambitieuses. Il faut des galeries qui font la promotion d'artistes contemporains. Certains collectionneurs du pays qui commencent à acheter. Et ensuite, il y a une action concertée avec d'autres acteurs, ce qu'on appelle les testmakers, que sont les curateurs, les conservateurs de musées, qui voilà, forment ce cercle, en tout cas, de décideurs et qui font qu'une scène contemporaine, artistique, se dessine et se fasse connaître déjà auprès de ces citoyens, et puis ensuite après à l'étranger. Et c'est là qu'effectivement il peut y avoir des aides, comme ça a été le cas toujours aux États-Unis dans les années 50, où la CIA ou le gouvernement américain aidait justement au financement d'expositions dans certains pays à travers les transports, notamment d'œuvres d'art. Et c'est la manière, vous découpez votre livre aussi par chapitre, par acteur de ce monde. Est-ce qu'on pourrait rajouter un chapitre sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça fait partie aussi peut-être d'un acteur de géopolitique? Bien sûr, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont complètement partie prenante d'un soft power. On l'a vu notamment avant que la Chine ne se referme, que les jeunes collectionneurs chinois échangeaient beaucoup sur les réseaux sociaux en parlant de leur acquisition, en mettant en avant leurs acquisitions d'artistes chinois, asiatiques ou américains. Donc ils existaient, ils faisaient exister le pays justement dans ce monde de l'art. Comme aujourd'hui, la scène française et les artistes, je le vois très bien à travers des artistes contemporains très jeunes, ils ont une facilité justement de se faire connaître aussi à travers les réseaux sociaux, à travers Instagram. On rentre directement dans leur atelier, que ce soit à l'École des Beaux-Arts ou même dans leur atelier plus tard, même si ça ne suffit pas pour justement construire une carrière. On a besoin des autres acteurs que sont les galeries et les conservateurs de musées et aussi, bien entendu, les critiques d'art. Et alors, vous avez écrit déjà plusieurs éditions de ce livre. Quels sont les grands mouvements qu'on voit de changement depuis ces 10 dernières années dans la géopolitique de l'art contemporain? Alors, je dirais qu'à partir des années 70, il y a le réveil d'autres pays autres que les États-Unis sur justement la scène de l'art contemporain. On l'a vu notamment avec la RFA, donc aujourd'hui l'Allemagne, qui très tôt, dès 1967, à travers une fois, mais aussi dès 1955 avec la création de Documenta, qui a voulu montrer qu'elle faisait évidemment table rase de toute cette période du nazisme et qu'il y avait une nouvelle scène artistique qui était en train de naître. Et c'est à travers justement Documenta et la foire de Cologne en 1967 qu'on s'est aperçu qu'il y avait des artistes comme Baselis, évidemment aussi Lupertz ou Richter, Beuys. Et donc, bien entendu, que tout ça était aussi articulé autour de galeries allemandes. Voilà. Et ensuite, on l'a vu aussi notamment avec le Royaume-Uni, où à la fin des années 80, avec l'école, ce qu'on appelait les Young British Artists, à travers Damien Hirst, à travers un acteur très important qui était le collectionneur et aussi justement un grand homme de communication, Saatchi, qui a remonté enfin, la scène artistique anglaise. Et ça, vraiment, on s'est aperçu qu'à un moment donné, elle est rentrée même en compétition avec la scène américaine. On a vu Damien Hirst arriver au même niveau que Jeff Koons dans les grandes collections internationales. Et puis aujourd'hui, voilà, on voit évidemment la France justement, vous avez fait cette édition 2023. Qu'est-ce qui change dans cette nouvelle édition? Est-ce que c'est la place de la France? Alors, disons que la France est en train de reconquérir une place qu'elle avait complètement perdue depuis la seconde moitié du XXe
XXe siècle. Et aujourd'hui, Paris redevient, alors je dis Paris parce que voilà, nous sommes quand même dans un pays très centralisé, et Paris redevient le centre en dehors de New York. Je dirais qu'aujourd'hui, Londres, c'est un peu plus compliqué avec le Brexit, redevient une place centrale de l'art, de la scène artistique, avec effectivement l'entrée en jeu et la mise en place de tous les acteurs que sont les galeries, des plus expérimentales aux plus puissantes, les ventes aux enchères. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Sotheby's et Christie's appartiennent à deux Français, qu'ils sont en train même de déplacer des ventes importantes de Londres à Paris. Oui. Ensuite, on voit que des artistes français sont de plus en plus reconnus, que des artistes étrangers viennent s'installer en France. On voit que, par exemple, David Hockney, pour le plus connu, ou des artistes moins connus comme Auguste Rondinone ont choisi la France maintenant pour travailler et habiter. Et puis aussi, surtout, des grands collectionneurs français, des locomotives comme François Pinault et Bernard Arnault, et aujourd'hui accompagnés de centaines, on va dire même de plusieurs centaines, voire de milliers de collectionneurs français qui sont dans le jeu de l'avant-garde. C'est ce qui était d'ailleurs le problème en France. On n'avait pas beaucoup de collectionneurs d'avant-garde. Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mise en avant de l'art très contemporain. On reste sur la modernité, l'art moderne. Voilà, ça, c'est ce paramètre, ce paradigme a énormément changé. Alors, grâce évidemment à des collectionneurs, oui, on peut le dire, comme François Pinault et comme Bernard Arnault, mais aussi comme d'autres. On le voit, nous, aujourd'hui, à travers nos galeries, que les artistes vraiment d'avant-garde, les plus jeunes, ceux-là même qui ne sont pas simplement des peintres dont on peut dire qu'ils sont achetés pour être accrochés à des murs, mais aussi avec des propositions beaucoup plus expérimentales, sont achetés par les collectionneurs français. Et aujourd'hui, si il y a autant de galeries étrangères qui s'installent à France, et si une foire comme Art Basel a choisi de s'implanter en France... Oui, parce que c'est dans ce sens-là, du coup. Voilà, c'est parce que justement, le réveil de Paris se dessine déjà depuis une bonne dizaine d'années, et que, bien sûr, que le savoir-faire, par exemple, d'Art Basel, apporte en tout cas ce socle de performance, de professionnalisme qui pêchait peut-être avec d'autres acteurs, et qui font qu'aujourd'hui, Paris est devenu vraiment, en Europe, la place incontournable pour la scène de l'art contemporain. Parce que c'est Art Basel qui va confirmer cette place et non pas l'initier, on va dire. Elle vient la confirmer, elle vient en tout cas l'augmenter. Ça, il est clair et net qu'en 2 ans, on va le voir d'ailleurs la semaine prochaine, le fait qu'il y ait Art Basel, on sait qu'il y a des collectionneurs vraiment les plus exigeants qui vont choisir de venir à Paris, peut-être même de délaisser Frieze qui a lieu cette semaine. Peut-être ils vont choisir de venir à Paris plutôt que d'aller à Bâle au mois de juin, donc simplement un voyage par an. Et puis on le voit avec la proposition et des galeries, des artistes qui sont proposés dans les galeries en ce moment, et la proposition dans les musées, entre Roscoe, McKelly ou Modigliani, pour donner même évidemment Van Gogh. On s'aperçoit que cette proposition d'exposition va forcément faire venir le monde entier en dehors de la foire. Eh bien, merci beaucoup Nathalie Obadia. Je rappelle que vous êtes directrice de la galerie Nathalie Obadia et auteure de l'ouvrage Géopolitique de l'art contemporain. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur bismart.fr. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Art et Marché.